Une plage du Pacifique? Non. Nous sommes en lisière de la plus grande forêt du monde. Un paradis pour ces sternes à gros bec qui viennent s'y reproduire. Mais dans quelques jours, un déluge va noyer une partie de l'Amazonie sous presque 30 mètres d'eau. Une inondation monstrueuse qui atteindra la hauteur d'un immeuble de 10 étages. Les habitants de la forêt vont devoir se battre pour survivre. Les plus jeunes d'entre eux affronteront l'inondation pour la première fois de leur vie. Le paresseux, l'opossum, la harpie féroce, le tatou, le saïmiri, tous vont devoir apprendre à vivre dans une forêt engloutie. Pour l'instant, c'est le calme avant la tempête. Une journée ordinaire. L'agouti attend son heure. Le rongeur s'est placé au-dessous d'une colonie de saïmiri. Les saïmiris sont de petits singes tapageurs. Leur exubérance secoue les branches. L'agouti sait donc qu'il va bientôt pleuvoir des noix. Des maraudeurs s'installent au balcon. Les singes hurleurs sont des costauds de 8 kilos. Les saïmiris ne font pas le poids et se tiennent à distance. Non loin de là, un tatou à 9 bandes sort du terrier où il dort toute la journée. Il va, avant de se coucher, croquer quelques larves, une reine des termites ou un coléoptère géant. Le tatou profite aussi des déchets que laissent tomber les capucins. Les capucins lèchent la sève sous l'écorce et, de manière générale, dévorent tout ce qui pousse et vit sur les arbres. Chaque singe colonise les arbres à sa manière et y prélève les nourritures qu'ont laissées les saïmiris, souvent plus rapides. L'agouti fait partie des fantassins de l'Amazonie. Il est celui qui finit souvent sous les crocs du jaguar ou du caïman. Cependant, son rôle est essentiel. En prévision de lendemains difficiles, il enterre ses nourritures, les recouvre et souvent oublie leur emplacement. Sans le savoir, l'agouti vient de planter un arbre et de contribuer à la reforestation. Les singes hurleurs, eux, fertilisent la forêt en lui rendant ce qu'elle leur a donné. Il faut aussi repeupler la forêt. Ce à quoi s'emploie, en cette saison de basses eaux, l'Isotrix, une espèce de rat arboricole récemment identifiée. Ce jour-là, un mauvais vent se lève. Des vagues commencent à battre les berges des fleuves. Un paresseux à 3 doigts s'est mis en quête d'un abri sûr, au mauvais moment et dans la mauvaise direction.
Pour le paresseux, un bon arbre est un arbre qui ne ploie pas, qui fournit les feuillages auxquels il est accoutumé et dont la hauteur permet de se mettre hors de portée des prédateurs. Ici, aucune de ces conditions n'est remplie. Un autre animal, le porc-épic du Brésil, se retrouve soudain lui aussi en mauvaise posture. Il se tient généralement à l'extrémité des rameaux où se trouvent les bourgeons et jeunes feuilles qu'il affectionne, là où précisément tout se met à tanguer. Aidé de sa queue adaptée à la vie arboricole, il décide de rebrousser chemin. Le paresseux est inconscient du danger. Il n'a jamais vécu ce qui se prépare. Mais il a de l'instinct. Il quitte son arbre trop fragile avant qu'il ne soit trop tard. Rien de pire et de plus angoissant pour un paresseux que de devoir ramper sur le sol à la merci d'un puma ou d'un jaguar. Au bout de quelques heures, le déluge marque une pause. Dans des mares, des piranhas sont pris au piège. Embourbés et suffocants, ils vont mourir. Ils ne sont pourtant qu'à quelques mètres du fleuve. Et de nouveau la pluie, 10 fois plus violente. Le tatou est vulnérable et désemparé quand le déluge s'abat. Les Saïmiris saisissent chaque opportunité que leur offre la pluie. De nouvelles nourritures, de nouveaux territoires, leur mode de vie va se transformer radicalement. Les piranhas épuisés mendient toujours en vain un peu d'oxygène. Les pluies ne leur offrent guère qu'un sursis. Les insectes qui se tenaient sur les branches et les feuilles subissent la mitraille des gouttes. Le ruissellement les fait tomber à l'eau. Les Saïmiris n'ont plus qu'à aller les repêcher. Le terrier du tatou est vite submergé. Une seule solution, nager aussi loin que possible vers une zone encore à sec.
Une brèche s'est ouverte dans la flaque des piranhas. Elle conduit à une eau plus profonde. Les naufragés sont sauvés. Pour les saïmiris, un festin commence. Les insectes remontés sur l'arbre sont exténués. Il suffit littéralement de les cueillir. On dirait de véritables acrobates. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle singes écureuils. L'eau est montée de 5 mètres. Chacun profite du festin sans se soucier de son voisin. Les saïmiris sont individualistes. Ils ignorent par exemple le rite social de l'épouillage mutuel. La pluie terrible et obstinée engloutit peu à peu les arbres les plus jeunes. À certains endroits, l'inondation recouvre à présent de 15 mètres d'eau une forêt transfigurée, où les limons ne laissent filtrer qu'une lumière rougeâtre. Le soleil brille chaque fois que cesse la pluie. Mais cela ne veut pas dire que le danger s'éloigne. D'instinct, le paresseux se remet en route vers un coin de terre ferme, s'il en existe encore un dans cette zone complètement inondée. Heureusement, le paresseux nage mieux qu'il ne marche. Sans cela, il ne pourrait survivre. Chaque animal de l'espèce préfère les feuilles d'une variété d'arbres spécifique. Il doit parfois parcourir des kilomètres pour trouver la nourriture qu'il aime.
Les terres fermes sont encore loin, mais il faut bien faire escale et reprendre des forces. Le paresseux choisit un arbre où vit une famille d'oasins, espèce d'oiseaux quasi préhistoriques qui n'aiment pas être dérangés. La protection du petit passe par une stratégie unique dans le règne animal. Le père, au lieu de demeurer au nid, s'en éloigne. La mère observe l'importun et évalue le danger qu'il peut représenter. La mère se rend compte que rien n'intimidera l'intrus. Elle s'éloigne à son tour et rejoint le père, laissant le petit sans aucune autre protection que son instinct. Et ce que commande l'instinct à l'oisin, pourtant trop jeune pour savoir voler, c'est de sauter hors du nid. Et si le danger devient trop pressant, il se met dans la position du plongeur et se jette à l'eau. Il fait le mort. Quand le paresseux que cette agitation dérange s'éloigne ou change d'arbre en passant par la canopée, l'oisillon remonte vers le nid. Tout au long de l'escalade, il cède de griffes que l'évolution a oubliées sur ses ailes et qui lui servent de piolets. Les parents qui ruminent à proximité, car l'oisin est le seul oiseau ruminant, contemplent ses efforts. L'oisillon atteint enfin le nid. Les adultes peuvent désormais reprendre leur survol de cette forêt dont tous les arbres ont désormais le pied dans l'eau. Une quête effrénée commence, qui ne s'arrêtera pas avant plusieurs semaines. De la mygale au tatou, les animaux cherchent tous cette terre encore sèche et ferme qui semble s'évanouir. Ceux qui accostent seront sauvés, au moins jusqu'aux prochaines pluies. Comme par provocation, le tatou creuse son nouveau terrier sous le nez d'un boa. Son nez fouisseur, sa queue qui sert de pelleteuse, font du corps du tatou un parfait engin de terrassement. Le boa ne pourrait avaler une telle proie. Ce qui l'intéresse est ailleurs.
Quoi de plus précieux en ces temps où la jungle est devenue liquide qu'un terrier tout prêt à habiter et qu'un autre à creuser? Un animal n'a rien à redouter des eaux qui montent. Il a le ciel pour royaume et domine la plus grande forêt du monde. Il pose son nid entre des branches dégagées pour pouvoir y atterrir en vol rapide, à une hauteur qui peut dépasser 50 mètres. Chez la harpie, le mâle, 2 fois plus petit que la femelle, n'a pas, en principe, le droit de se poser dans le nid s'il n'y apporte pas une proie. Le cri de l'araponga blanc sonne presque comme un rappel à l'ordre. La harpie mâle se remet à distance. La pluie encore, et les fleuves qui gonflent. Quand seule leur cime émerge, les arbres les plus majestueux ressemblent à des buissons. Après que 3 mètres d'eau de plus se sont déversés en quelques heures, le soleil revient. On voit alors dériver parfois une nappe de fourmis de feu. Ces fourmis, les plus agressives, ont quitté leur tumulus inondé. Elles se sont accrochées les unes aux autres en 2 couches, l'une en contact avec l'eau et l'autre au-dessus. La nappe roule sur elle-même pour que toutes les fourmis qui échappent à l'appétit des poissons bénéficient alternativement du contact avec l'air. Entre ces 2 couches, les insectes ailés qui aspirent à devenir reines se tiennent à l'abri. Dès qu'un arbre se présente, la multitude accoste. Les fourmis sont si nombreuses qu'il leur faudra un long moment pour coloniser leur nouveau territoire. Les reines peuvent enfin se montrer. Chacune d'elles prendra la tête d'un groupe et fondera sa propre colonie. Coup de chance pour les criquets qui occupaient le terrain. Leur repas leur est servi à domicile. Mais d'où vient cette démangeaison insupportable au point qu'ils doivent se jeter à l'eau? Les fauves de l'Amazone, Pirarucu et Arowana, sont prêts à profiter du festin. Les jeunes Arowana trouvent avec les fourmis des proies à leur taille. Les fourmis de feu sont équipées de dards placés sous l'abdomen. Elles se cramponnent aux criquets et les piquent plusieurs fois pour que le poison pénètre mieux. Les poissons carnassiers passent au buffet. Chacun se sert selon la taille de sa gueule ou celle de son appétit. La lente progression des fourmis se poursuit. Des dizaines de milliers de fourmis de feu sont arrivées à bon port. Le débarquement prendra des heures. Un calvaire pour les criquets et pour les libellules. La perspective de ripailles faciles les a attirés, mais en fin de compte, c'est eux qui jouent le rôle de victimes.
Conséquence directe de l'inondation, les poissons se gavent. En montant, l'eau a mis leur proie à leur portée. Ils n'ont qu'à sauter et se servir. Évincée du nid, la harpie mâle ne pourra y revenir qu'avec une proie au bout des serres. La chasse commence toujours par une recherche visuelle méthodique et perçante comme un scanner. Puis l'immense oiseau de proie s'élance au milieu des arbres à mi-hauteur de la canopée. Il slalome entre les troncs et les branches avec une agilité dont il est seul capable. La harpie féroce doit son nom à son implacable efficacité et à son cri qui terrifie les créatures de la forêt. Ce que cherche la harpie, ce sont les saïmiris. La montée des eaux les oblige à grimper de plusieurs mètres et à se rapprocher d'elle. Ils vivent désormais un étage plus haut, sur les branches où les oiseaux font leur nid. Leur régime alimentaire change une fois de plus. Les œufs sont au menu de chaque repas. La harpie les observe de loin, de ce regard panoramique qui lui est coutumier et qui balaye la canopée plusieurs fois avant de se fixer un objectif. Les plus jeunes saïmiris manipulent des œufs pour la première fois. Cela se mange donc? Leur mère, elle, se régale. Les œufs leur fournissent les protéines dont elles ont besoin pour allaiter. La harpie se décide à s'approcher. Une femelle saïmiri parmi les plus âgées donne l'alerte et déclenche une fuite vers le bas si rapide et si bien coordonnée qu'on qualifie ce phénomène au Brésil de pluie de singes. Au nid, la femelle harpie attend que le mâle lui rapporte un singe ou un agouti. Elle se contenterait d'un rat ou d'un perroquet, mais le mâle, humilié par les saïmiris, n'est pas pressé de revenir. À quoi sert d'avoir les pieds les plus grands et les plus puissants parmi ceux de tous les aigles du monde, si c'est pour que leurs serres restent vides et ne servent qu'à se gratter? La femelle s'occupe. Elle rend le nid plus douillet en le tapissant de feuillage frais. Quand le mâle revient, il ose se poser dans le nid. La femelle lui tourne le dos. Le mâle a compris. Il est de plus en plus difficile de croire encore à l'existence des terres fermes. Les pluies ont été encore plus fortes que d'habitude. Les fleuves se sont élargis de plusieurs centaines de mètres. La forêt devient une sorte de Venise végétale où l'eau se perd à l'infini. Les terres fermes, le paresseux errant comme tant d'autres aimerait les atteindre. Il y trouverait un arbre accueillant d'où il ne descendrait plus qu'une fois par semaine pour déposer ses excréments au bas du tronc. Au lieu de quoi, il a encore nagé et se raccroche à ce qui s'offre à lui, la couronne des arbres. De cette rotation de tête à 270 degrés que permet au paresseux la présence de 2 vertèbres cervicales supplémentaires, l'animal prend la mesure de son nouvel habitat. Il y découvre la présence d'une femelle. Les paresseux détestent la compétition alimentaire. L'un des deux doit partir. Le mâle est monté plus haut et semble décidé à rester. C'est la femelle qui prend congé.
Le mâle a dominé. Il s'est imposé sans effort. Les terres fermes, cependant, sont encore loin. Cet asile ne le satisfera pas longtemps. La femelle reprend son chemin, alourdie d'un fardeau qui, alors que le danger est si grand, accroît sa volonté de vivre. Son bébé a moins d'1 mois. Il ne se nourrit encore que du lait maternel. Excroissance du corps de la mère, le bébé ne lâchera pas prise. La force de ses bras est déjà phénoménale. Entre l'eau et le paresseux, les complicités sont nombreuses. Son poil est implanté du ventre vers le dos pour favoriser l'écoulement de la pluie quand il se laisse pendre d'une branche. Et quand l'animal s'immerge, sa maladresse s'oublie. L'obligation de nager à chaque inondation l'a adapté de génération en génération au milieu aquatique. La harpie mâle a enfin ramené au nid un rat arboricole à moitié noyé. Maigre victoire qui ne suffira pas à nourrir son petit bien longtemps. La femelle offre à l'aiglon des fragments de chair et mange le reste, squelette compris. La harpie mâle, en revanche, n'a pas droit à sa part de festin. Elle ne se nourrit qu'en proportion de la taille du butin qu'elle rapporte. Dans ce monde liquéfié, il y a des chanceux que l'inondation comble. Parmi eux, le plus grand poisson d'eau douce d'Amérique, le gigantesque pirarucu. Il peut mesurer 4 mètres et peser 170 kilos. À intervalles réguliers, il vient respirer à la surface et remplir ce poumon que les autres poissons ne possèdent pas. Ce poumon qui complète les branchies et qui lui permettra peut-être de coloniser la Terre dans quelques millions d'années. Plutôt solitaires en général, les pirarucus s'assemblent volontiers pour chasser en bande. Les proies des pirarucus sont nombreuses. En effet, la saison de reproduction de poissons tels que les tambaquis coïncide avec la montée des eaux. La nourriture est surabondante. Les bébés poissons traînent au fil de l'eau. Les singes laissent tomber des branches de plus en plus proches de l'eau les résidus de leur repas. La pluie noie des insectes, des graines flottent. Les pirarucus, gavés, chassent avec paresse. Le jeu les motive plus que l'appétit.
On picore, on joue avec ses proies, on les choisit, on les rejette parfois. Le territoire des Pirarucu s'étend, alors que celui du paresseux rétrécit chaque jour davantage. Pour lui, c'est une tragédie. Le paresseux a enfin repéré un cécropia, l'arbre dont les feuillages, bien qu'un peu toxiques, réussissent le mieux à son système digestif. Au prix de contorsions et renversements qu'il maîtrise parfaitement, il va l'atteindre cette fois par la voie de la canopée, sans redescendre dans l'eau. Enfin un bon repas, que l'effort et l'angoisse ont rendu si nécessaire. L'estomac du paresseux, d'une très grande taille, peut contenir le tiers du poids de l'animal. Mais bien que cet estomac recèle des bactéries qui dégradent les fibres végétales, la digestion peut durer près d'un mois. On croyait le monter à son plus haut niveau, il n'en est rien. Les pluies reprennent et vont tout submerger. En mai, l'eau atteint vraiment cette fois son plus haut niveau. L'inondation n'est cependant pas uniforme. Elle ne s'observe à ce degré extrême que dans quelques régions. La lumière ne peut atteindre le sol. Elle n'éclaire plus que le sommet des troncs et les plus hautes branches. Le territoire des Saïmiris se limite désormais à des arbres contigus dont la canopée est encore émergée. Les petits singes escaladent un étage de plus. De nouveau, leur régime alimentaire change. Ils se jettent sur les fruits juteux des plus hautes branches. La nourriture favorite des Saïmiris devient l'inga, constituée d'une grande cosse, au creux de laquelle on va chercher les fruits proprement dits. Le goût riche et sucré de leur pulpe, comparable à celui de la vanille, justifie le travail à accomplir. Changer d'étage et de régime alimentaire selon les contraintes imposées par la montée des eaux, c'est ainsi que les ancêtres des Saïmiris se sont adaptés et ont survécu. En outre, les Saïmiris forment des bandes de plusieurs dizaines d'individus, ce qui leur permet de mutualiser certaines fonctions. Par exemple,
Pendant que leurs congénères se gavent d'inga, des veilleurs produiront un cri strident si un prédateur tel que la harpie féroce venait à les survoler de nouveau. La vie, en sous-groupe, comptant à la fois des mâles et des femelles, est régie par les femelles les plus âgées. Les Saïmiris seraient en danger si l'eau montait davantage, ce qui ne se produira pas. Ils n'ont plus rien à craindre. Il en est de même pour les oiseaux qui survolent la forêt ou pour les créatures du fleuve. L'environnement des poissons s'enrichit de nouvelles nourritures puisque les fruits, graines et noix des plus hautes branches des arbres leur sont désormais accessibles. Parmi eux, le tambaqui, un poisson dont la longueur dépasse 1 mètre et le poids 40 kg. La récurrence des inondations l'a doté de 2 avantages qui en font un champion de l'évolution. D'abord, il est peu sensible aux variations d'acidité des eaux, très amples pendant cette période. En second lieu, il est équipé de molaires qui lui permettent de décortiquer les graines les plus coriaces. Les fragments que rejette le tambaqui nourrissent de plus petits poissons. Quant aux graines qu'il excrète quand la pulpe est digérée, elles se déposent au fond et donneront naissance à de nouveaux arbres une fois que l'eau se sera retirée. Comme l'agouti, ou comme beaucoup d'oiseaux, le tambaqui disperse les semences qui régénèrent la forêt. Les voilà enfin. Les terres fermes, plus lointaines, plus inaccessibles et donc plus désirables que jamais. Le paresseux les a enfin atteintes. Son salut est à quelques mètres. Il suffit d'atteindre ce solide cécropia aux racines bien plantées dans une terre à peine spongieuse. Encore un effort à fournir. Mais c'est le plus déchirant après tant de fatigue. Pour quelle raison un paresseux choisit-il un arbre plutôt qu'un autre? Personne ne le sait. Entre lui et la forêt, il y a une sorte d'intimité qui défie la science et la raison des hommes. Le paresseux doit parvenir à tout prix à la bonne hauteur, celle qu'un jaguar ne pourrait atteindre. Un seul animal pourrait frapper à ce niveau intermédiaire. Il ne s'en privera pas. Sitôt poussé son cri de victoire, la harpie mâle doit prélever sa part sur la dépouille avant de revenir au nid. Une fois rentré, le rapace n'aura que le droit d'offrir son butin à sa femelle et à son petit avant de s'éloigner pendant qu'ils prendront leur repas.
L'inondation a accru les privilèges de ceux qui règnent sur les airs et sur les eaux. Mais les ancêtres de presque tous les animaux d'Amazonie leur ont légué les moyens de vivre avec la pulsation des eaux. L'un d'eux, parmi les plus humbles de la forêt, se montre capable de nager avec vigueur. L'opossum, le seul marsupial qu'on puisse trouver en dehors de l'Océanie, a appris à se servir comme d'une nageoire de sa queue, normalement faite pour se stabiliser sur les branches quand l'eau monte. Il doit nager à perdre haleine, sinon il mourra. Cet opossum a épuisé toutes ses forces. Il faut qu'il trouve très vite un habitat où poser le pied et où trouver sa nourriture. L'inondation divise les animaux d'Amazonie en deux catégories, les gagnants et les perdants. L'opossum, solitaire et teigneux, a tout du perdant. L'une de ces touffes de branches émergées ne suffira pas au salut de l'opossum. Il lui faut une terre solide, des œufs, de petits rongeurs à croquer et surtout une souche d'arbre où dormir tout le jour, comme il en a l'habitude. Peu de choses séparent les gagnants des perdants. Il suffit parfois d'une volonté de vivre un peu plus forte. L'opossum a fini par trouver la souche d'arbre creuse où le soleil levant le trouve déjà assoupi. La montée des eaux a comblé un animal qui a pu, lui, s'aventurer dans toutes les dimensions d'un nouveau monde. Le corps du dauphin rose est plus flexible que celui des dauphins d'océan, car ses 7 vertèbres cervicales ne sont pas soudées. Tout au long de l'inondation, il a pu slalomer entre les arbres submergés. Le dauphin rose est presque aveugle. À quoi serviraient de bons yeux quand il faut la moitié du temps nager dans des eaux troubles ? Le dauphin rose regagnera le lit des fleuves. L'inondation, entre-temps, aura changé pour toujours la vie de toutes les créatures de la forêt.